Vous n'avez pas l'impression parfois de vivre dans une réalité parallèle quand vous regardez ce qui fait l'actualité ou que vous écoutez les débats télévisés? Nous faisons face aujourd'hui à l'un des plus grands défis que l'humanité n'a jamais affronté, l'urgence écologique. Et pourtant, on en parle si peu et si mal. Alors que nous devons mettre toute notre énergie pour éviter l'ingérable et gérer l'inévitable. Est-ce nécessaire de rappeler que l'urgence écologique a été l'une des grandes absentes de cette présidentielle et que les programmes de la majorité des candidats n'étaient pas à la hauteur? Alors maintenant que c'est terminé, où va-t-on? Que fait-on? Les preuves sont irréfutables et elles s'accumulent. Entre les rapports du GIEC, plus alarmants que jamais, mais qui nous donnent aussi les solutions pour agir, les limites planétaires, atteintes une par une à la vitesse de l'éclair, les extrêmes de chaleur, de plus en plus fréquents, comme récemment en Inde, et j'en passe. Désespérés, les scientifiques, partout dans le monde, sont de plus en plus nombreux et nombreuses à monter au créneau. Après avoir été 1000 à appeler à la désobéissance civile en 2020, ils sont désormais beaucoup à s'y mettre. Avec la création, en avril 2022, de Scientist Rebellion, un groupe d'1 millier de scientifiques qui prennent part à des actions dans plus de 25 pays pour appeler à une révolution climatique. We need to act immediately. It is now or never. D'autres, comme Julia Steinberger, autrice du GIEC, alertent inlassablement sur les plateaux télé. Je vous parle de possibilités, je ne parle pas de probabilité. Bon, vous devez quand même vous montrer optimiste, sinon on suit pas. Non, pas du tout. Moi, je veux me montrer réaliste. Les possibilités existent, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'elles vont être adoptées. Ouais. Donc là, on demande aux citoyens, nous implorons tout le monde qui nous écoute de prendre ce message à cœur et de faire partie des personnes qui vont agir pour ce changement. Autrement, on n'y arrivera jamais. Face au déni climatique, à l'inaction politique, il est difficile de ne pas se sentir impuissant. Et pourtant, c'est maintenant ou jamais. Et on sent bien qu'il y a quelque chose à réinventer dans la manière d'alerter et de résister. Et comme vous êtes de plus en plus nombreux et nombreuses à me demander ce que vous pouvez faire à votre échelle, je tenais à faire cette vidéo pour vous proposer un tour d'horizon des actions à entreprendre pour accompagner la bascule de notre société. Mais sans oublier que les actions individuelles ne peuvent pas tout. Et que c'est un changement systémique que réclament les scientifiques. Loin de moi l'idée ici donc de vous culpabiliser, mais plutôt de vous donner des clés pour agir, mais aussi comprendre la dimension interconnectée du problème et les leviers à actionner. En préambule, je tiens à dire que je ne pourrai pas être exhaustive dans cette vidéo. L'objectif est de vous donner plusieurs portes d'entrée pour comprendre pourquoi tout est à réinventer et comment le faire. Car appréhender l'urgence écologique, c'est accepter de regarder le monde avec d'autres lunettes et de tout remettre en question à la lumière de cette menace, de poser des mots sur un sentiment d'absurdité que l'on peut ressentir. Et je vous rassure, c'est absolument passionnant. Mais cela passe aussi par adopter une posture d'humilité, se dire que l'on a beaucoup à apprendre et donc se former, s'informer, encore et toujours. Je vous propose donc que l'on y aille de manière graduelle. La question par laquelle on peut commencer est « Quel est mon impact sur la planète ?» En gros, le volume de CO2 que l'on émet. Pour le savoir, la première chose que vous pouvez faire, c'est de calculer votre empreinte carbone. Elle vous permet de saisir ce qui se cache derrière les gestes apparemment anodins et souvent mécaniques de notre vie quotidienne. Je vous conseille donc d'utiliser le calculateur de l'ADEME. Cela prend quelques minutes et montre la différence entre ce que vous pouvez changer à votre échelle et ce qui relève aussi d'une dimension beaucoup plus politique, économique et sociétale. Car oui, nous vivons dans une société donnée, et à moins d'être totalement en marge de celle-ci, elle conditionne beaucoup notre marge de manœuvre, malheureusement. Pour vous donner une idée, un Français moyen émet environ 9 tonnes de CO2 par an, et la moyenne mondiale est à 6,6 tonnes. Pour respecter l'accord de Paris, nous devrions être à 5 tonnes de CO2 par an par habitant en 2030. Un objectif qui est d'ailleurs déjà atteint par la moitié de la population la plus pauvre en France, selon les calculs de l'économiste Lucas Chancel. Car n'oublions pas une chose, plus on est riche, plus on pollue. Les efforts ne sont donc pas les mêmes à faire pour tout le monde. D'ici à 2050, nous allons devoir diviser par 5 nos émissions. Donc autant vous dire qu'il va falloir radicalement changer l'organisation de notre société. À partir de vos résultats, vous pourrez voir comment changer votre quotidien pour avoir un mode de vie plus soutenable. Tout le monde n'est pas au même niveau, mais ce qu'il faut bien comprendre, ce sont les différences d'impact entre les actions. Vous le savez peut-être déjà, mais ce n'est pas en triant vos déchets ou en coupant l'eau en vous brossant les dents que vous ferez une différence notable. En gros, pour réduire significativement votre empreinte, il faudrait, dans l'idéal, manger beaucoup moins de viande ou plus de viande du tout, ni de poisson, ne plus prendre l'avion, surtout quand c'est pour des courtes distances, limiter au maximum l'usage de la voiture, en lui préférant le train, les transports en commun ou le vélo, quand c'est possible. À titre d'exemple, 2 millions de Français prennent la voiture tous les jours pour aller travailler, alors que leur travail se situe à moins de 2 km de leur logement. Il y a plusieurs recommandations pour réduire son empreinte sur le site, et je vous mettrai des liens pour aller plus loin sous la vidéo.
De façon générale, ce qu'il faut comprendre, c'est que beaucoup passent par la sobriété, l'efficacité aussi. Acheter le moins d'appareils possible, les acheter reconditionnés, réparer plutôt que jeter, acheter le minimum de vêtements, bref, faire mieux avec moins, se contenter de ce dont on a besoin et se défaire des besoins artificiels créés par la société de consommation. Questionner ses habitudes, ses loisirs, ce qui nous rend réellement heureux et nous épanouit. Alors bien sûr, tous ces changements individuels sont importants. Ils ont toujours un impact, puisque chaque fraction de degré compte. Aussi, ils peuvent accompagner certaines transformations plus profondes et structurelles, car quand la demande change, l'offre aussi. Par exemple, il n'y avait pas autant d'options végétariennes dans les restaurants ou les supermarchés il y a 5 ans. Seulement, il y a un mais. Le cabinet Carbone 4, l'un des seuls à avoir mené une étude à ce sujet, a démontré que si les Français réalisaient systématiquement l'ensemble des actions écologiques, qui vont de gestes du quotidien, comme acheter une gourde, à des changements de comportement plus ambitieux, comme manger végétarien, ne plus prendre l'avion, faire systématiquement du covoiturage, tous les jours de l'année, la baisse de nos émissions serait de l'ordre de moins 25%. Et si ces comportements individuels étaient héroïques, c'est-à-dire poussés à l'extrême de la sobriété, la baisse des émissions pourrait atteindre les 45%. L'impact de l'action individuelle n'est donc pas du tout négligeable, mais pas suffisant. Carbone 4 a ensuite émis une hypothèse plus plausible et ont établi que pour un Français moyen, l'impact probable des changements de comportement individuels pourrait stagner autour de 5 à 10% de baisse de l'empreinte carbone. Le reste est à charge de l'État et des entreprises, car ce sont leurs orientations qui conditionnent le reste de nos comportements. On ne peut donc plus accepter aujourd'hui le discours qui consiste à mettre toute la responsabilité sur le dos des citoyens, alors que des multinationales brûlent notre planète et que les politiques ferment les yeux. S'il faut adopter au maximum ces gestes-là, c'est surtout pour 1. Pousser les États et les entreprises à bouger, 2. Être alignés avec ses convictions, et 3. Se projeter dans un monde plus soutenable le plus vite possible. Car oui, l'intime est politique. Tous les combats qu'on mène, on ne les mène pas uniquement parce qu'on pense qu'on va les gagner à la fin, même si c'est toujours souhaitable. On les mène aussi simplement parce que c'est ce qui nous semble juste à faire à un moment donné, quoi. Enfin, se mettre en action est aussi un remède face à l'angoisse et le sentiment d'impuissance. On est obligé d'avoir de l'espoir. Si on reste dans le désespoir, autant suicider tout de suite. Il y a un espoir. Mais l'espoir ne dépend pas d'une certitude de réussite. C'est pas sûr qu'on réussisse en 2030 à avoir une société viable et conviviale. C'est pas sûr. Mais même si c'est pas sûr, on doit se mettre en posture d'y aller. En tout cas, on remarque que c'est le passage à l'action, et il y a plein de manières de le faire, qui permet aussi l'acceptation et d'aller mieux. Et du coup, c'est une boucle, c'est un effet boule de neige. Plus on passe à l'action, plus on se sent mieux, plus on se sent mieux, plus on passe à l'action. On en vient donc au niveau 2, le niveau politique. Dans son 6e rapport, le GIEC estime que consommer moins permettrait de réduire de 40 à 70% les émissions globales de gaz à effet de serre d'ici à 2050 par rapport à la tendance actuelle. Cette marge de progrès est clairement concentrée dans les pays développés. Mais les auteurs précisent qu'il faudra créer les conditions de ces choix à travers des politiques publiques transversales. En gros, accompagner les citoyens pour qu'ils puissent modifier leur comportement, faire des choix plus responsables, avec par exemple des chèques alimentation pour les produits bio, le développement des transports en commun, etc. Et ça tombe bien, puisque c'est ce que demandent les Français angoissés par l'urgence. Selon cette enquête, pour Le Monde, 82% des Français veulent des mesures rapides pour l'écologie, quitte à modifier leur mode de vie. Chaque tonne de CO2 compte. Chaque dixième de degré, ce sont des souffrances supplémentaires pour des centaines de milliers de personnes. Et c'est cela qu'il faut à tout prix éviter. Au-delà de seulement réduire nos émissions et d'arrêter le réchauffement, l'enjeu aujourd'hui, qui est encore mal compris, est aussi de nous adapter. Car le monde de demain ne sera, quoi qu'il arrive, pas le même qu'aujourd'hui. Le futur est déjà là. Et il faut aussi préparer nos sociétés aux chocs à venir. C'est en faisant en sorte que la demande pour une action politique ambitieuse soit de plus en plus visible et incontournable que les gouvernements n'auront d'autre choix que d'agir à ces 2 niveaux, atténuation et adaptation. Cela passe par votre vote, évidemment, avec les législatives qui arrivent bientôt, mais aussi des marches, le fait de soutenir les actions de plaidoyer des associations comme les campagnes spécifiques, les pétitions, les actions en justice, etc. Grâce aux actions en justice, par exemple, l'État a été condamné à une amende de 10 millions d'euros par semestre de retard sur la réduction de la pollution de l'air, mais aussi à 2 reprises pour inaction climatique. Ce quinquennat est indéniablement celui de la dernière chance face au dérèglement climatique, qui nous demande de diviser par 2 nos émissions de gaz à effet de serre d'ici à 2030. Et le chantier est immense. La bonne nouvelle, c'est que nous savons quoi faire, nous savons comment le faire, et que maintenant, il faut décider de le faire, selon le président du GIEC. Il faut donc créer un rapport de force
pour pousser au maximum les politiques à prendre ces décisions ambitieuses par tous les moyens possibles. Le GIEC, qui n'est clairement pas un repère de gauchistes, le dit. Il faudra plus de démocratie, de justice sociale, d'égalité, de coopération, si nous voulons nous en sortir et mettre en place une transition juste. La deuxième question que l'on peut se poser à l'échelle individuelle, après avoir démêlé les fils de son empreinte carbone, est à quel monde est-ce que je contribue à travers la vie que je mène ? Et notre vie, pour le moment en tout cas, est en grande partie occupée par notre activité professionnelle. En moyenne, les Français travaillent environ 37 heures par semaine. Et je suis bien consciente que beaucoup de personnes ne peuvent absolument pas changer de travail, ou même se poser la question, car elles sont en prise avec la précarité ou encore le chômage. Mais pour celles qui en ont la possibilité, la priorité est donc de se demander si votre activité contribue au monde que vous voulez voir émerger, celui dans lequel vous avez envie de vivre. Et si ce n'est pas le cas, alors il est peut-être temps de changer. C'est cette dissonance cognitive qu'il faudrait dans l'idéal arrêter aujourd'hui. Car on ne peut pas, d'une part, mettre le feu au monde par son métier, puis de l'autre côté, tenter de l'éteindre en prenant son vélo pour rentrer chez soi et faire du zéro déchet. Je vous mets quelques pistes de réflexion ici et des liens juste en dessous pour ceux que ça intéresse. Ensuite, si vous ne voulez pas changer de travail, que vous ne pouvez pas pour diverses raisons, vous pouvez tout faire pour aussi transformer votre structure de l'intérieur, en proposant à votre entreprise, par exemple, de réaliser, elle aussi, un bilan carbone. Il y a plusieurs cabinets spécialisés là-dedans qui accompagneront ensuite l'entreprise pour réduire ses émissions. Vous pouvez aussi faire en sorte que la majorité des personnes avec qui vous travaillez soient formées aux enjeux écologiques, en contactant la fresque du climat. En 3 heures, cet atelier collaboratif permet de comprendre l'essentiel des enjeux climatiques pour passer à l'action. Et la bonne nouvelle, c'est que vous pouvez aussi faire intervenir la fresque du climat dans une école, une université, un média, ou même si vous travaillez dans les pouvoirs publics. En Suisse, par exemple, un homme seul a réussi à obtenir une session de formation des parlementaires par les scientifiques du GIEC sur l'état climatique du pays et les conséquences du réchauffement. Pendant 39 jours, Guillermo Fernandez, père de famille, terrorisé pour l'avenir de ses enfants, a fait une grève de la faim pour demander à ce que le Parlement soit confronté à la vérité. Le lundi 2 mai, les parlementaires suisses ont donc suivi 3 heures de formation. Mais malheureusement, seulement un tiers d'entre eux s'étaient inscrits. Si la formation dans votre structure est obligatoire, c'est donc mieux. Vous l'aurez compris, il y a un immense enjeu autour de la formation. En France, le dérèglement climatique est considéré comme un enjeu capital par 94% des citoyens. Mais si de plus en plus de personnes sont conscientes du défi climatique, très peu ont réellement compris le degré d'urgence dans lequel nous sommes. Autre action donc, la bataille de l'information. On sous-estime souvent son pouvoir en tant qu'individu pour cela. Mais si à chaque fois que vous lisez un article, regardez une vidéo, un documentaire, qui vous a permis de mieux comprendre le problème, vous le partagez avec votre entourage, je vous assure que beaucoup de choses changeront. Aussi, et on vous le répète souvent chez Blast, il est primordial de soutenir et mettre en avant tous les médias indépendants qui accordent la place qu'elle mérite à l'urgence écologique dans leur ligne éditoriale. Des médias qui montrent que ce sujet n'est pas une rubrique parmi d'autres, mais le prisme à travers lequel tous les sujets doivent être analysés et repensés. Vous pouvez donc partager les contenus qui parlent d'écologie au maximum, les liker, les commenter pour qu'ils se fassent une place dans la guerre des algorithmes, soutenir les médias qui en parlent, mais aussi interpeller ceux qui ne le font pas, en écrivant aux journalistes, aux rédactions, en appelant les standards pour poser des questions sur ces sujets, ce qui a d'ailleurs beaucoup été fait pendant la présidentielle. L'objectif est d'exiger un traitement ambitieux des enjeux, à la fois au niveau quantitatif et qualitatif. Enfin, vous pouvez aussi signaler au CSA les propos climato-sceptiques ou dangereux encore tenus sur certains plateaux. L'urgence écologique devrait être sur toutes les chaînes d'information, dans tous les débats politiques. Et plus vous serez nombreux à le réclamer, plus ce sera le cas. À ce sujet, il y a également une bataille des imaginaires à mener, pour montrer ce à quoi pourrait ressembler un monde, une France, dans laquelle nous aurons réussi à faire face aux défis écologiques, à nous adapter. Montrer que cet avenir peut être désirable, souhaitable, qu'une autre société est possible. Si vous êtes un artiste, vous pouvez contribuer à faire émerger ces nouveaux récits. Et si vous aimez le cinéma, la littérature, partagez ce qui existe déjà. Je ne vous en dis pas plus puisque je vous prépare bientôt une vidéo à ce sujet, mais je vous mets des références en description. Ensuite, j'en parlais dans l'introduction, il y a bien évidemment un immense volet de résistance possible face à un système qui détruit et oppresse le vivant. Et cette résistance peut prendre des formes très diverses. Niveau 1, la non-coopération ou le cesser de nuire. Cesser de nuire, c'est plus une interpellation qui devrait pouvoir nous servir de filtre de questionnement. C'est-à-dire dans les différents actes qu'on pose quotidiennement ou de manière moins fréquente, individuellement comme collectivement, d'essayer de réfléchir à l'ensemble de la chaîne qui a mené jusqu'à la possibilité de cet acte pour soi-même.
L'idée derrière est de se demander pour chacune de nos actions quel est son impact sur la planète, et donc de cesser de financer directement ou indirectement des entreprises, des projets qui contribuent à aggraver le problème. Cela peut passer par boycotter les produits des marques les plus polluantes, changer de banque si la vôtre finance des projets d'énergie fossile par exemple, changer de fournisseur d'électricité, etc. Bref, faire sécession à son échelle. Et ça marche. Récemment, plusieurs banques ont renoncé à soutenir le projet de Total en Ouganda et Tanzanie suite à la mobilisation citoyenne. Ce projet, s'il voit le jour, serait le plus grand oléoduc chauffé au monde. Une bombe climatique et sociale dont je vous parlerai bientôt. Ensuite, résister peut aussi se faire en rejoignant des associations de terrain qui militent pour des causes qui vous tiennent à cœur, comme la biodiversité, le bien-être animal, l'éducation ou encore la mise en place de politiques publiques ambitieuses. L'avantage, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a jamais eu autant de possibilités et de portes d'entrée pour s'engager. Le mouvement climat ne cesse d'évoluer et la demande est de plus en plus forte pour davantage de radicalité et de local. 2 jours après l'élection présidentielle, une centaine de collectifs appelaient à mener la lutte écologiste et à intensifier le rapport de force au niveau local. Pour beaucoup de militants, c'est à cette échelle que l'on peut changer la donne et avoir le plus d'impact possible, puisqu'il est plus facile de lutter contre l'installation d'un entrepôt Amazon que de changer la politique climatique du gouvernement. Une écologie radicale et populaire se développe et réunit des personnes d'horizons différents autour d'un objectif commun: protéger le vivant, résister face à des projets polluants. On peut citer ici l'exemple des luttes contre les méga-bassines, les extensions d'aéroports, EuropaCity, l'artificialisation des sols, etc. Elles sont de plus en plus nombreuses et parfois victorieuses. À ce sujet, vous pouvez voir ces 2 entretiens pour aller plus loin. Toutes ces luttes sont en lien étroit avec la désobéissance civile non violente, le blocage, l'occupation. Une stratégie que de plus en plus de personnes adoptent ou défendent pour se faire entendre. À l'image du célèbre scientifique de la NASA, Peter Kalmu, qui a été arrêté après s'être enchaîné à la porte d'entrée d'une grande banque américaine pour alerter sur la crise climatique. I'm here because scientists are not being listened to. I'm willing to take a risk for this gorgeous planet. For my sons. And we've been trying to warn you guys for so many decades that we're heading towards a fucking catastrophe. And we've been being ignored. The scientists of the world have been being ignored. And it's gotta stop. We're gonna lose everything. And we're not joking. We're not lying. We're not exaggerating. This is so bad, everyone, that we're willing to take this risk. En France, Extinction Rebellion ou encore ANV COP21 se sont illustrés ces dernières années par leurs actions coup de poing et spectaculaires. Mais beaucoup se demandent aujourd'hui, à l'image de l'historien suédois Andreas Malm, si, face à l'urgence climatique, la seule contestation pacifique suffira. Et si, pour sortir du statu quo, il ne faudrait pas aussi se poser la question d'actions plus directes, voire même de sabotage, par exemple des pipelines. It's abundantly clear to everyone that we need to not only stop expanding fossil fuel infrastructure, but dismantle it and replace it with non-fossil infrastructure. But still we have an expansion of kind of infrastructure. And it means that the climate movement has to ask itself, is what we've done so far enough? Or do we step up? And if so, how? La question se pose, alors que les multinationales du charbon, du pétrole et du gaz continuent de mettre en place de nouveaux projets fossiles, en dépit des alertes incessantes et du dernier avis de l'Agence internationale de l'énergie qui demande l'arrêt de toute nouvelle exploitation fossile. Car si on ne les arrête pas, rien ne changera vraiment. Enfin, dernier volet de ce que l'on peut faire, c'est construire des alternatives au système actuel, ce qui peut être réalisé à tous les niveaux, dans les collectivités, les entreprises, la société civile, les médias. Nombreuses sont les personnes aujourd'hui qui proposent d'autres manières de s'alimenter, de produire, de travailler, de voir l'économie. Et ce sont aussi ces propositions-là qui devraient davantage être portées dans le débat public. Au niveau local, les citoyens s'organisent pour la gestion de l'eau, des déchets, autour de jardins populaires, de maisons associatives. De plus en plus de maires mettent en place des politiques ambitieuses sur leur territoire, changent les normes en interdisant les publicités, par exemple, dans leur ville. Parmi les alternatives développées, on peut citer les monnaies complémentaires, la permaculture, les écoles en forêt, les fermes urbaines, etc. D'autres encore ont décidé d'incarner ces alternatives, à l'image des zones à défendre, des écolieux. Tous ces îlots de résistance qui proposent une autre manière de vivre en société, un autre rapport au vivant.
Je ne peux que vous conseiller de dépasser les clichés, d'aller visiter ces lieux, ces alternatives, si vous le pouvez, ou de vous renseigner pour creuser tout ce qu'ils peuvent nous apprendre. Ce qu'il faut retenir ici, c'est que chacun peut proposer une alternative à ce système qui détruit, oppresse et nous mène à notre perte, et que nous avons tous un rôle à jouer. Je vois 5 catégories de rôles. Les penseurs, qui conceptualisent les choses, les faiseurs, qui ont vraiment les mains dans la terre, ou dans le cambouis, ou dans le bâti, ou dans ceci ou dans cela, mais qui font, qui ont des projets, qui avancent. Les coordinateurs, qui sont des gens qui animent le réseau, font marcher l'intelligence collective. C'est très important aussi. Des inspirateurs, des gens qui comptent, des artistes, des gens qui rendent inspirants. Et des facilitateurs, des gens qui ont des moyens, pas forcément financiers, et qui peuvent aider que ça se produise, que les projets aboutissent. En jouant ce rôle-là, vous vous inscrirez dans l'histoire. Si l'on regarde en arrière, la plupart des mouvements qui ont abouti aux grandes transformations sociétales et politiques qui ont bouleversé l'ordre des choses, comme le droit de vote des femmes, la fin de la ségrégation raciale aux États-Unis, la légalisation de l'avortement ou encore l'accès de certains pays à l'indépendance, elles ont abouti grâce à une combinaison d'engagement et de lutte, à des points de pression appliqués au même moment et à différentes échelles. Avec d'une part le travail intellectuel de penseurs, d'artistes qui ont su projeter d'autres imaginaires, proposer un autre avenir à contre-courant des récits dominants, mais aussi, dans le même temps, des luttes concrètes sur le terrain politique, social, violentes et non violentes. Et enfin, un contexte et des circonstances historiques favorables. Et c'est cela qui émerge aujourd'hui avec la cause écologique. La multiplication des phénomènes climatiques extrêmes nous oblige, tandis que de nouvelles pensées viennent éroder l'idée qu'il n'y a pas d'alternative à la croissance infinie, au matérialisme, à la destruction du vivant, et que les luttes sur le terrain s'intensifient. Un mouvement existe aujourd'hui pour construire une autre société, plus juste, plus soutenable, plus vivable. Il est divers, multiple, mais surtout de plus en plus important. Il est très possible que seul, vous ne changerez pas le monde. Désolé de vous décevoir. Mais vous pouvez prendre part à cet élan pour amorcer une réelle révolution écologique. Pour résumer donc rapidement ce que vous pouvez faire, vous informer et partager l'information autour de vous, réduire votre empreinte carbone, réclamer des politiques ambitieuses, changer de métier ou transformer votre structure de l'intérieur, résister selon vos sensibilités, votre temps et vos moyens, participer à la construction d'alternatives et à l'émergence de nouveaux récits. Tout est lié. Et si vous vous demandez si tout cela vaut la peine, n'oubliez jamais ce que disent les scientifiques. Aucun combat n'est vain face à cette urgence écologique. Parce que chaque fraction de degré compte, que chaque espèce sauvée est déjà une victoire. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a donné une partie des réponses que vous attendiez. J'irai plus loin sur le sujet dans les prochaines semaines. En attendant, je vous mets beaucoup de liens en description sur toutes les actions, associations et références que j'ai évoquées, mais aussi les vidéos Blast qui traitent de ces questions. Pour qu'un maximum de personnes puissent avoir des clés pour agir, partagez cette vidéo autour de vous et sur vos réseaux sociaux. N'hésitez pas à ajouter vos idées en commentaire et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube. Je le rappelle, Blast existe grâce à vos dons et vos abonnements. Alors pour nous soutenir, rendez-vous sur blast-info.fr. À très vite sur Blast.